Merci beaucoup. On attend d'autres personnes ou pas? Ça va arriver au fur et à mesure. On peut démarrer on parce va que démarrer. les changements plus longs, on des préparations. Absolument, absolument. Est-ce que je vois mes notes? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Oui, ça va le faire quand même. Alors, déjà, première question. Est-ce que vous acceptez, Jean-Philippe et les comédiens, que l'on filme ce soir, qu'on filme la rencontre pour alimenter notre site? Bien sûr que oui. De mon côté, oui. Appelle ton agent pour savoir si tu peux. Voilà. Alors, puisque nous sommes dans les amabilités, je voudrais remercier, un grand merci à nos hôtes, Eric Emmanuel Schmitt, Bruno Metzeger, les directeurs de ce théâtre Rive Gauche. Figurez-vous qu'on n'est jamais allé dans ce théâtre. J'ai honte, mais c'est comme ça, voilà. Il va falloir revenir. Oui, je vois pourquoi vous dites ça, on va en reparler tout à l'heure. Merci également, il s'en va, il nous tourne le dos, Cyril Niais, Cyril Niais, le responsable du service collectivité, qui a tout fait pour rendre cette rencontre possible. Et donc, mission accomplie, monsieur Niais, bravo, merci beaucoup. Merci également aux comédiens qui ont accepté de jouer les prolongations ce soir pour... bonsoir. Et qui ont accepté de jouer les prolongations ce soir pour nous rencontrer. Et puis, bien sûr, merci à un visage qu'on connaît bien, à Petit Théâtre entre Amis. Merci à l'auteur, au metteur en scène de cette pièce. On est très heureux de le revoir. On l'avait vu à Claire-en-Barre et on le revoit ce soir et probablement qu'on le reverra encore. Monsieur Jean-Philippe Daguerre. Alors, rapidement, on m'a dit OK pour une rencontre, mais pas plus de 30 minutes. Alors, OK, on va essayer de remplir le contrat, mais donc voilà, on va faire quand même rapidement la présentation, pas pour vous Jean-Philippe, parce que vous nous connaissez un petit peu, mais pour vos partenaires. Nous sommes l'association, je prends ma respiration, Petit Théâtre entre Amis. Vous l'avez compris, nous sommes entre gens de bonne compagnie, des amis, des amoureux, des amateurs du théâtre. Ça fait 18 ans qu'on se bat pour faire venir le public au théâtre. On leur propose tous les styles théâtraux. Pour vous donner une petite idée, on a enchaîné là, les 3 dernières pièces. C'était Fric Frac, La Machine de Turing, 4 Molières au compteur, Monsieur Hoffmann, 4 Molières au compteur. On va faire une prédiction finalement, si c'est moins de 4 Molières, on prend bien. Voilà pour les présentations. Alors, je vous ai préparé une petite question de présentation, mais je me suis dit, comme on est pressé, quelle est la solution la plus rapide? La solution la plus rapide, c'est que ce soit les comédiens qui bossent et non moi qui épluche le parcours. Donc, j'ai regardé vos parcours respectifs et j'ai retenu, non pas un événement, mais 3 noms. J'ai l'impression, alors c'est subjectif, 3 noms qui ont compté dans votre carrière, et je vous demanderai de vous présenter à partir de ces 3 noms. Ça vous va? Okay. Alors, on va commencer par les dames, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Avec plaisir. Ah, pas d'erreur pour l'instant. Pas d'erreur. Pas d'erreur pour l'instant. Alors, Anne Plantet, donc, présentation, si je vous dis Jean-Louis Martin Barbaz, Tristan Petit-Girard et Julie Cavana, qu'est-ce que vous me répondez? Alors, Jean-Louis Martin Barbaz, c'est le directeur de l'école de Studio d'Anières, qui vient de me quitter d'ailleurs. Et donc, c'est l'école que j'ai fait en arrivant à Paris. Tristan Petit-Girard, c'est l'auteur et metteur en scène de Rupture à domicile, dans laquelle je viens de jouer pendant à peu près 4 ans. Je crois que vous l'aviez vu d'ailleurs à la Comédie Bastille, on s'était rencontrés à cette occasion-là. Il a également mis en scène La Machine de Turing, que vous venez de citer, pour laquelle j'ai fait l'assistanat à la mise en scène, parce qu'on travaille ensemble, puisque Benoît Solès, qui joue La Machine de Turing, était dans Rupture à domicile avec moi. Et on ne l'a pas vu ce soir-là. Nous, on a vu Petit-Girard, Laurent Petit-Girard. Il jouait pas. Ah oui, quand vous étiez venu, Laurent, c'est son papa. Il jouait Cyrano à ce moment-là. Il jouait Cyrano à ce moment-là, donc c'était Tristan qui l'avait remplacé pour quelques dates, effectivement. Et donc on a rencontré Benoît Solès pour La Machine de Turing. Pour La Machine de Turing, et il nous a dit c'est dommage parce que quand je jouais, c'était mieux. Oui, évidemment. Et Tristan est également l'auteur et le metteur en scène de la prochaine pièce dans laquelle je joue également, qui s'appelle Des plans sur la comète, qui est une création pour Avignon. Et Julie Cavana est la belle comédienne qui a créé le rôle d'Isabelle en 2016 et que j'ai le bonheur de remplacer de temps en temps en alternance avec elle. Et avec une 3e comédienne maintenant qui s'appelle Pauline Coppen, parce qu'on a trop de dates. Il y a des dates de tournée et des dates ici à Paris en même temps. Donc Julie fait essentiellement la tournée et moi j'ai le bonheur d'être en alternance avec elle ici.
Voilà. Alors, vous oubliez un petit détail, c'est qu'elle a eu... Et elle a eu Molière de la Révélation Donc, pour son rôle. grosse Petite pression, oui. Grosse légère pression pour vous. Voilà, ben, donc bonne présentation à partir de 3 noms. On va faire la même chose. Alors, Erad ne sera pas là, Erad. Elle est partie en cours. C'est pas grave. Elle était derrière, je pense qu'elle va arriver. D'accord. Non, elle est Eh ben, partie. donc on va faire Charles Lelore. Charles Lelore, donc pareil. Même règle du jeu. Donc on va vous dire Raymond Aquaviva, Alexis Michalik et Théo Martineau. Alors, Raymond Aquaviva, c'était le directeur de mon école. Donc j'ai fait l'école du Suden Théâtre entre 2000 et 2004. Et Alexis Michalik, c'est un ami avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans sur plusieurs créations, notamment Roméo et Juliette, un spectacle que Alexis a adapté, qu'on a joué pendant presque 8 ans. Et le principe de ce spectacle, c'était de jouer tous les personnages à 3. Donc l'histoire a été respectée, mais on jouait les hommes, les femmes, un peu à la manière du théâtre élisabétain, et avec un texte un petit peu actualisé pour le rendre plus accessible et rendre le théâtre vraiment universel. Et puis l'idée de ce spectacle, c'était de voyager avec des décors très légers pour qu'on ait un maximum de dates de tournée et de voyage. Et on a fait 2 fois le tour du monde avec ce spectacle. Tahiti, San Francisco, Nouméa, ça a été des dates magnifiques. Et on a fini en 2016 à La Réunion. Et puis Théo Martineau, c'est un personnage que j'ai joué pendant 3 ans dans une série policière qui s'appelait Femmes de loi pour TF1, entre 2005 et 2008. Bien, et voilà, bonne présentation. Alors, on Puis va... là, je suis arrivé sur Hoffman en 2017. En fait, j'ai alterné au 2e festival d'Avignon qu'on a fait avec Adieu Monsieur Hoffman. J'ai alterné avec Grégory Baquet qui a créé le rôle de Pierre Vigneault. Donc pareil pour moi aussi, grosse pression parce que c'est quelqu'un qui a un joli parcours aussi. Ouais. Et puis au début, je me suis dit, bah, tiens, c'est bizarre que Jean-Philippe me propose un rôle de remplacer quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi. Puis finalement, je crois que Jean-Philippe avait une vision du personnage qui pouvait avoir plusieurs âges. Et voilà. Donc ça a été une chance aussi pour moi d'accéder à ce rôle magnifique. Alors, honneur aux dames, Erad Van Meyer. Pardon pour donc- le retard. Non, là, le principe, vous l'avez peut-être compris, je pose 3 questions. Enfin, j'ai retenu 3 noms que je pense être importants dans votre parcours. Puis vous allez me dire si vous allez réagir. Puis si je suis hors sujet, vous n'hésitez pas à me le dire. Alors, donc si je vous dis Yves Pignot, Gwen Adu et Jean-Daniel Laval. Alors, Yves Pignot a été mon professeur à l'ESSAD. Voilà. École supérieure d'art dramatique. Voilà. Et c'est un super acteur. Et puis, Gwen Adu a été mon metteur en scène dans Les Faux British, et dans lesquels j'ai joué 3 ans, voilà. Et vous m'avez dit encore... Jean-Daniel Laval, j'ai joué au théâtre Montancier là-bas, dans Les Fourberies de Scapin, Zerbinette, voilà. Et j'ai été tranquille à partir du moment où j'ai repris le rôle de Zerbinette. Mon père m'a laissé tranquille parce qu'il avait toujours peur, il disait toujours oh là là, le théâtre, ça fait pas croûter, ça fait pas croûter. C'est une Vous catastrophe. mettez chez s'il lui fallait. Ah oui, non, c'est mais incroyable, ça. Jean-Daniel Laval, c'était le. Ah ouais, j'ai pas d'accord. fait dans l'ordre. D'accord, oui, Jean-Daniel oui, Laval, c'était ok. il y a 20 ans. Non, allez, j'exagère. 18. Ah oui, ça change tout. Voilà. Et donc, en fait, j'avais repris un rôle à l'arrache, le rôle de Zerbinette, qui est quand même très difficile. Et j'avais même pas eu de filage, en fait. Ah oui. Et donc, ça m'avait occasionné une bonne migraine. Je me souviens de la migraine que j'avais pour passer ce truc. Et donc, j'avais un trac monstrueux. En plus, j'avais une perruque qui descendait jusqu'aux fesses noires. Enfin, c'était vraiment la romanichelle. Bon. Et mon père était tellement angoissé. Ma mère était pas bien non plus. Il lui a dit... Je te préviens, je suis pas le seul à aller la voir, aller au casse-pipe. Ah ouais, d'accord. Et en fait après il était tellement fier parce qu'il y avait des vagues de rire, que ça s'était très très bien passé, qu'il allait dire partout. c'est Et ma à partir fille. de là j'ai été peinard, il était tranquille, il s'est dit bon quand même elle a des trucs à dire. J'ai été tranquille. Avant il me harcelait, D'accord. qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, voilà. Donc Jean-Daniel Laval, je lui dois ça. D'accord. Zerbinette. Et les faux british, donc c'est quand même incroyable ce succès. Hein. Ouais, C'est ouais. quand même assez rare dans la carrière d'une comédienne
d'avoir... J'en ai fait 427, ouais. Non, On a compté. Comment 427. Oui, j'ai compté à la fin, le dernier jour, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que j'avais noté. ok, on continue. Alors, là, si je prononce mal, vous ne m'en voulez pas, Marc. Hein. Marc Siemiatiki. J'ai bien dit. On ne se moque pas, s'il vous plaît. Alors, pareil. Alors, non, pas pareil. Parce que vous, j'ai vu, vous avez quand même une grosse carrière au théâtre depuis 92, vous vous arrêtez pas. Donc, moi, il y a quatre noms, pas 3. J'ai pas réussi à en enlever un. Donc, vous, c'est l'exception, vous en avez 4. Alors, on va commencer par Strasbourg, Xavier Lemaire, Gilles Bouillon et Brigitte Jacques Wageman. Donc, ce sont 3 noms qui reviennent régulièrement dans votre parcours. Vous pouvez nous en dire plus ? Strasbourg, c'est assez simple. Oui. C'est l'école que j'ai faite quand j'étais élève comédien. Théâtre national de Strasbourg. Voilà. Après combien d'années d'études ? 3 ans. 3 ans, d'accord. Après Xavier Lemaire, c'est ça ? Ouais. Alors Xavier Lemaire, c'est un metteur en scène, je pense que vous connaissez, parce que il avait obtenu un Molière pour les Coquelicots des tranchées, il y a 2-3 ans, je crois. Et Xavier, je le connais depuis qu'on est enfant. On a commencé à faire du théâtre ensemble. On a créé une compagnie amateur, donc voilà, on a travaillé ensemble. Et puis après, bon, la vie a fait que chacun a pris un peu des routes, voilà, mais on se retrouve de temps en temps. Là, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas collaboré ensemble, mais voilà, c'est une amitié de longue date. Voilà. Gilles Bouillon. Gilles Bouillon, alors Gilles Bouillon, quand je l'ai rencontré, c'était le directeur du Centre dramatique régional de Tours. Voilà, c'est un metteur en scène qui exerce toujours d'ailleurs. On avait monté le premier spectacle, c'était Cyrano de Bergerac. Alors je ne jouais pas Cyrano, et je jouais Lebray, qui a un beau rôle, mais un rôle parfois un peu difficile, parce qu'on est toujours à courir après Cyrano. Enfin voilà, mais c'est une belle expérience, parce qu'on se rend compte à quel point en France les gens aiment Cyrano. C'est un truc, je le savais, mais là je m'en suis rendu compte. Et je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y avait des gens qui n'allaient jamais au théâtre et qui se déplaçaient uniquement pour voir Cyrano. Voilà, comme une sorte comme ça d'objet national incontournable. Voilà. Et donc le dernier... Et Brigitte Jacques Wageman. Brigitte Jacques Wageman, c'est aussi une metteur en scène avec qui j'ai eu la chance de travailler encore récemment. Peut-être que son nom ne vous dit pas grand-chose, mais c'est assez important dans l'histoire du théâtre en France, parce que c'était la première femme à diriger un centre dramatique en banlieue à Aubervilliers. C'était la première femme à qui on a donné des responsabilités de direction en France. Donc ça a marqué. Et puis elle a fait un très beau spectacle, bon, que vous pouvez voir en vidéo, qui est un spectacle extraordinaire qui s'appelle Elvire Jouvet 40. Et Elvire Jouvet 40, c'est une mise en scène des cours de Louis Jouvet qu'il a donné au conservatoire juste avant la guerre et pendant la guerre. Voilà. Et c'est à la fois une mine pour les acteurs, une mine de conseils, et pour les spectateurs aussi de comprendre comment les acteurs travaillent. Voilà. Ça, on le trouve en DVD. Voilà. Mais ces 4 personnages, voilà, ces 4 personnages que j'aime beaucoup. Et C'est tout Strasbourg. Non, mais Strasbourg, Strasbourg. Ça a compté dans le cas. Non, mais la chance, pour ceux qui ne connaissent pas Strasbourg, c'est la chance pour les jeunes acteurs de travailler dans un théâtre en fonctionnement. Voilà. C'est une école dans un théâtre en fonctionnement, et donc on apprend à travailler avec les scénographes, avec les techniciens, avec les gens des lumières, etc. Et c'est une expérience très enrichissante. Ouais, je n'en dirai pas plus. Très bien, c'est bien déjà, super. Alors Jean-Philippe, on ne va pas parler du grenier de Babouchka, parce qu'on en a déjà parlé au Théâtre 13, donc pareil que les petits camarades, 3 noms, Pygmalion, les Facéties et Aladdin. Pygmalion, c'est le studio Pygmalion, c'est un des enseignements que j'ai reçus comme comédien, qui était dirigé par Pascal Luneau. J'y étais au tout début, à l'époque c'était à la mode, en fait, très à la mode, parce qu'en fait Pascal Luneau avait été remercié on avait entendu son nom au César, parce qu'Anne Paris a vu le César pour Nikita, et elle l'avait dédié à Pascal Luneau, qui était son coach. Et donc du coup il est devenu une vedette du coaching, et je me suis retrouvé à faire des trainings avec José Garcia, Jean Reno, on appelait ça du training d'acteurs, avec, il y avait une pléiade de vedettes, et il y avait plusieurs, voilà. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi.
Donc c'était fait partie des expériences qui m'ont vraiment intéressé pour savoir exactement ce que j'avais envie de faire et ne pas faire. Donc c'était très intéressant parce que j'ai aimé et je n'ai pas du tout aimé aussi d'une certaine manière. C'était vraiment une formation beaucoup plus faite pour l'image. Ah oui. Et au fur et à mesure du travail extrêmement intrusif, d'une méthode un peu proche de l'acteur studio, ça m'a vachement aidé également à mieux cerner mon point de vue par rapport au jeu. Puisque en fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant, mais que ce n'était pas fait pour moi. En tout cas, dans la façon individuelle de travailler, je me suis dit ouf. Et du coup, je suis content d'avoir fait. Je suis resté en relation avec Pascal Luneau d'ailleurs, qui est parti de Pygmalion, qui existe toujours. Hein. Si le Pygmalion existe toujours. J'ai encore des amis qui coachent là-bas d'ailleurs. Mais c'est juste que voilà, ça a été fait. Ça est parti. Moi, j'ai une carrière au niveau des cours qui n'ont jamais duré nulle part. Donc j'ai plutôt fait des stages, des trucs, donc je ne me suis jamais senti bien nulle part. Mais en même temps, j'ai trouvé de l'intérêt dans tout. Mais j'ai jamais senti un endroit, dans une chapelle, dans laquelle je me suis dit, je vais me reposer là. C'est mon maître, c'est mon Pygmalion, c'est mon truc. J'ai toujours été un petit peu... J'étais pas un très bon élève, j'étais pas assez travailleur. Et à chaque fois, je trouvais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, je me donnais des bonnes raisons pour pas en foutre pas foutre grand-chose. En fait, Pas bon élève, je n'aime pas le principe de l'école. Et je pense que j'ai toujours eu du mal avec ça. Non, il n'y a pas d'enfant ce soir. C'est vrai, donc je ne veux pas dire que je suis un type qui a reçu un enseignement particulier de quelqu'un, mais j'ai des personnes qui m'ont marqué en tant que metteur en scène dans ma carrière sur des stages AFDAS, on appelle ça, très intensifs. Et là où j'ai vraiment eu des rencontres très fortes. D'accord. Sur Pygmalion, c'est quand même intéressant. Voilà. Mais ça a existé. Les Facéties, c'était Le Facéties, c'était mon groupe de rock, bah oui. qui a vraiment été pour moi quelque chose de capital parce que j'ai compris. J'ai créé ce groupe de rock, j'étais chanteur dans ce groupe et également j'écrivais des chansons. Et c'est vrai que j'ai vachement appris parce que j'avais la chance d'être entouré par des musiciens formidables et notamment un musicien qui a été longtemps, en fait, qui a fait partie de mes meilleurs amis et avec qui j'ai habité à l'époque, qui était un musicien extraordinaire, un guitariste-compositeur qui m'a appris que dans un groupe, c'était pas un chanteur qu'on accompagne par des musiciens, c'est que le chanteur était aussi un instrument au milieu des autres. Donc il m'a extrêmement éduqué sur une vision artistique qui a été pour moi très important dans toute ma carrière. J'ai beaucoup plus appris de Philippe Grivel, guitariste des Facéties et compositeur, que de tous les enseignants de théâtre que j'ai reçus. Parce qu'il y a la façon d'aborder ça, le groupe l'écoute, ça m'a fait énormément réfléchir par rapport à ça. Et donc je dois, à cette période-là, à la fois une façon d'entrevoir ce que c'est que la notion de groupe, et également la prise de responsabilité d'être leader d'un groupe. Ce qui m'a amené vers la mise en scène plus que le théâtre. Ça a duré combien de temps, ça, les Facéties? 12 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a... C'est par la musique que je suis arrivé à la mise en scène. Parce qu'à force d'être leader de ce groupe, j'organisais beaucoup de soirées à Paris, des auberges espagnoles. Et dans ces auberges espagnoles, j'invitais plein de groupes, des gens différents. Et je faisais des grosses soirées dans Paris. Et je les organisais, j'écrivais des petites intermèdes pour faire des liens. J'invitais des gens qui improvisaient, je faisais un peu de tout. Et le principe, c'était auberge espagnole, c'est mettre des artistes qu'on ne se serait jamais rencontrés. Donc des spectateurs qui viendraient voir des choses qu'ils n'auraient jamais vues aussi. Donc j'ai fait ça pendant 4-5 ans à fond les gamelles. Et du coup, ça m'a amené directement à la mise en scène, en fait, grâce à ça. On a vu un spectacle que j'avais fait comme ça musical. J'avais un producteur avec qui je travaillais à l'époque comme comédien. Et qui a dit, si tu veux faire une soirée comme ça, on peut trouver dans l'esprit comme ça. Et à partir de là, je suis arrivé à la mise en scène. D'accord. Grâce aux facéties. Donc c'est très important pour moi les facéties. Je l'avais bien noté. Et donc, troisième mot, Aladdin. Ben Aladdin, c'est un des jeunes publics. C'est vrai que j'ai fait une grosse carrière en tant que metteur en scène et j'ai démarré dans le jeune public. J'ai commencé avec la compagnie Éclat Théâtre, qui était à l'époque la plus grosse compagnie de jeunes publics qui squattait les gros théâtres parisiens, la Porte Saint-Martin, le théâtre du Gymnase, etc. Et du coup, ça m'a fait mes armes en tant que metteur en scène. Et à partir de là, j'ai quitté, après plusieurs années, j'ai quitté cette compagnie. Et quand j'ai débarqué au Théâtre des Variétés, qui m'a embauché pour aussi faire du jeune public et des matinées classiques, j'ai fait d'abord Alice au Pays des Merveilles et juste après Aladdin, qui a été un énorme succès, puisque on avait entamé la 10e saison. Il était au Théâtre des Variétés, maintenant il est au Théâtre du Palais Royal depuis 4 ou 5 ans. C'est le premier spectacle où j'ai été nommé au Molière, en fait, en jeune 2016, public, en 2016, qui m'a permis d'être nommé au Molière. Voilà. Et donc ça joue toujours, depuis, ça va faire la 10e saison à partir d'octobre, donc ça fait partie aussi d'un spectacle important pour moi parce qu'il est la dernière trace de jeune public, c'est mon dernier jeune public que j'ai fait et c'est le dernier, peut-être le dernier que je ferai jamais. Mais celui-ci, je sais pas, je trouve je l'aime beaucoup, j'aime bien l'équipe qui le joue, je trouve qu'il a des choses à raconter encore, il n'est pas trop gnangnan, je ne vais pas faire un truc gna gna gna, j'essaie de faire un truc un peu audacieux, qui parle de choses sur l'humain, sur la force, le courage aussi, puis voilà, moi je me suis vachement éclaté à faire ce spectacle, donc je suis assez heureux de le défendre encore. Allez, parlons de
ce monsieur Hoffman, puisqu'on est là pour ça. Jean-Philippe, on va bien sûr commencer par la genèse. J'ai vu que vous avez écrit cette pièce en 9 jours, truc de dingue, 9 jours. Donc, quelle a été votre inspiration pour écrire aussi rapidement cette pièce? J'avais le sujet en tête depuis longtemps. Ouais. Et puis, à partir du moment où moi j'avais une vie assez dense, j'ai toujours une vie un peu dense, parce qu'ayant une compagnie avec le Grenier Bouchka, on a beaucoup de comédiens, beaucoup de spectacles. J'ai aussi des enfants, ça prend pas mal de place aussi. Donc, qui est toujours d'ailleurs. Un qui a 18 mois, là, voilà. Et donc, du coup, à l'époque, il n'existait pas, hein, mais j'en avais une petite fille qui avait 3 ans. On s'est vu à Clérambert, il allait naître. Oui, c'est vrai, il est le 31 décembre, il est 10 jours après Clérambert. Et c'est vrai que voilà, et c'est vrai que je pense que moi, dès que je m'isole, je passe mon temps ça sort de partout, quoi. Donc j'écris. Je passe mon temps, j'écris tout le temps et je réfléchis pas beaucoup. J'ai mon idée et je fonce dedans. Donc c'est ce que j'ai fait sur Hoffman, c'est ce que j'ai fait sur La Famille Ortiz, et une autre pièce qui sera aussi plus tard ici jouée, elle s'appelle Le Petit Coiffeur. Ce sont des pièces que j'écris très très vite. Après, il y a un premier jet et après il y a quelques jours de retravail pour chacune d'entre elles. Mais sur Hoffman, je l'ai même écrit en 7 jours. Et quand je dis en 9 jours, c'est parce que j'ai eu à peu près 2 jours de réécriture. Donc 9 jours, c'est 7 au départ, et après j'ai fait lire à 10 amis, en leur disant qu'est-ce que tu en penses, et j'ai demandé leur retour objectif, et à partir de là, ça a fait écho un peu à de la réécriture. Et voilà. Donc c'est vrai que j'écris vite. D'accord. Il y a une adhérente tout à l'heure qui m'a posé une question, je n'ai pas su lui répondre, j'ai dit il faudra poser la question à Jean-Philippe. Je crois que c'est Françoise, elle est où Françoise? Non, c'est pas Françoise, c'est Frédéric. Frédéric! Est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie ou pas? Non. Alors, c'est une histoire inventée, sauf que la seule chose qui est vraie, c'est l'existence d'Otto Abetz et Suzanne Abetz. Et ce tableau qui existait vraiment, puisque c'est les petits-enfants de Paul Rosenberg, c'est Anne Sinclair, en fait, qui a récupéré, qui est la petite-fille de Paul Rosenberg, qui a récupéré le tableau il y a 4-5 ans, il y a eu un procès. Voilà. Et ce tableau, on ne sait pas d'où il avait été, on ne sait pas d'où il vient, on sait qu'il a appartenu à Paul Rosenberg. Et voilà, donc il est sorti on ne sait pas où il a été piqué. Donc moi je me suis dit, je vais inventer qu'il a été retrouvé chez ce type-là par Otto Abetz. C'est comme Otto Abetz est mort, on ne peut pas savoir si c'était lui qui l'a eu ou pas, mais il n'y a aucune preuve de ça en tout cas. Oui, Anne Sinclair qui est venue voir le spectacle. Ah d'accord. Et qui est venue nous voir après, c'était passionnant, il nous a offert son livre, il s'appelle 21 rue de la Boétie, et qui est incroyable parce que je ne savais pas que toutes les émissions antisémites qu'on entend dans l'émission étaient enregistrées, c'est son grand-père. Puisque sa maison avait été réquisitionnée par la Gestapo. Par le comité voilà. L'Institut d'études des questions juives. Ça a été mis dans sa propre maison. Toute la propagande anti-juive était au sein de cette maison-là. Puisqu'on a la chance d'avoir les comédiens avec nous, on va parler du jeu des comédiens. J'ai une question pour vous, Jean-Philippe, et puis après on interrogera les comédiens sur ce que vous dites du jeu des comédiens. Je suis clair? On va poser la question. Donc j'ai vu dans le dossier de presse, tout simplement, vous dites « Je n'aime pas le jeu naturel du cinéma au théâtre ». Donc, quelles consignes vous avez données à vos comédiens pour qu'ils ne jouent pas comme au cinéma? Bon, pour résumer les choses, c'est que le théâtre, pour moi, ce n'est pas la vie. Les temps du théâtre ne sont pas les temps de la vie. Et c'est vrai que quand on joue au théâtre comme on est dans la vie, moi, en tant que spectateur, ça ne m'intéresse pas. Et comme je fais un théâtre qui correspond à ce que j'ai, comme on fait de la nourriture, de la cuisine comme ça, je n'aime pas quand il n'y a pas des efforts, un effort rythmique, un effort vocal, de transmission. Et je trouve qu'un objet théâtral, c'est un objet aussi de sens et de son sonore. Donc du coup, je trouve que l'acteur est également dans un engagement physique qui est un peu différent que dans la vie. Il y a un effort à faire, à transmettre une parole jusqu'au bout, alors qu'au cinéma, on parle comme dans la vie, on parle comme ça, on a un micro-chef, etc. Et je trouve qu'il y a un théâtre un petit peu, on prend des temps pour recevoir, etc. Je trouve ça un petit peu complaisant et un peu narcissique. Quand je trouve que l'acteur ressemble énormément à ce qu'il est dans la vie, je trouve ça extrêmement prétentieux de se dire je vaux tellement le coup qu'on va venir me voir jouer au théâtre comme je suis dans la vie. Je trouve ça extrêmement prétentieux. Donc je pense qu'il y a un effort à faire et une prise de geste, une prise de parole. Il y a un truc à chercher pour sortir du mec qui se gratte les couilles devant tout le monde, pour montrer qu'il est vachement machin, il est naturel. Ils font ah ouais, j'ai entendu ce que tu me dis, des petits trucs de tic faussement américain, faussement à l'acteur, une espèce de truc. Il y a tout un truc que je déteste. Et donc, détestant ça, ben, c'est vrai que je suis assez radical dès que je monte un spectacle, que ce soit dans du classique ou du contemporain. J'aime bien avoir un truc tenu, un peu, voilà, où on n'est pas... Et surtout, je fais confiance à ce qui sort de l'acteur dans la contrainte technique de la voix, du rythme, de l'inconscient qui sort d'un acteur, son empathie. C'est vrai que je trouve qu'un acteur, souvent, est beaucoup plus beau quand il n'est pas intelligent. Enfin, en tout cas, quand il n'est pas en train de nous montrer qu'il est intelligent. Et ce qui s'échappe d'un acteur, on aime un acteur, souvent, au bout de 5 secondes. On fait des auditions, on n'a pas besoin de 10 minutes pour voir si un acteur nous plaît. C'est une sorte de feeling, c'est comme une rencontre d'amitié ou d'amour. Donc du coup, moi ce que j'essaie de trouver sur les acteurs, quand je les vois, je me dis, moi je les aime, donc je pense que les gens
les gens vont les aimer, en tout cas. Donc il y a une façon de... Je trouve que quelqu'un dégage tellement de... Enfin, l'empathie, ce truc-là, bah, c'est quelque chose où on n'a pas besoin d'aller chercher à compliquer les choses. Et souvent, je trouve que parfois, dans le jeu, on complique un peu trop les choses. Et que laisser voir des choses qui sortent comme ça, l'acteur, souvent, ce qu'il y a de plus beau qui sort de lui, c'est pas il s'en rend pas forcément compte, en fait. Bon, alors la parole est à la défense. J'ai vu, cher comédien, donc là je vais vous donner la parole, j'ai vu dans le dossier de presse, Jean-Philippe Daguerre dit il ne supporte pas hein, les gestes inutiles qui ne servent à rien, il ne veut pas d'onomatopée gratuite qui précède ou conclut les répliques. Est-ce que travailler, il n'est plus là, Jean-Philippe Daguerre, est-ce que travailler avec Jean-Philippe Daguerre, est-ce que ça vous a obligé à sortir de votre zone de confort? Est-ce que vous a poussé dans mon retranchement? Bah, ça épure, ouais, c'est bien. Ouais. Non, c'est bien, ça épure. Parce que c'est vrai qu'on se met des petites béquilles pour être naturel, comme il le dit. Ouais. Et c'est vrai qu'on fait des machins. Ça, il enlève. Pam, pam, pam. Les tics verbaux. Et finalement, c'est vrai. Oh là, j'ai de moins en On moins. s'en rend même pas compte. Hein, Non. On s'en rend pas On a compte. tous des tics dont on se rend pas compte. Effectivement, des béquilles. Ouais. Et mais même sur le rythme, on a souvent tendance à prendre plus de temps. Là, on a non seulement un code de jeu justement de ne pas être dans le quotidien, de ne pas être dans le naturel, mais on a en plus un rythme qui est propre à la direction de Jean-Philippe. Mais le rythme de la phrase, chaque acteur a le sien. Mais c'est juste les temps entre les répliques qui ne servent à rien. Ou genre, tu m'as parlé, je respire, j'ai parlé derrière. Je trouve que c'est, je préfère qu'on respire un temps plus tôt pour aller derrière au rythme qu'on veut, mais qu'il n'y ait pas des temps qui ne racontent rien. Ça met plus en valeur les moments où on a décidé de mettre un temps de silence. Et ça centre en fait. C'est vrai qu'on a plus ces béquilles, on est obligé de s'accrocher D'accord. vraiment au. On se dispatche pas l'énergie, fiche pas le camp, on est obligé d'avoir une espèce de colonne vertébrale. C'est difficile à expliquer, hein, c'est un peu de la tambouille de comédien, mais bon, l'essentiel c'est le résultat. Non, on s'imagine qu'un comédien peut avec le texte, s'il sent mieux le texte en ajoutant en fait, vous voyez, peut-être un petit tic verbal qui peut vous aider à jouer, et là Jean-Philippe va vous dire non, t'arrêtes ça, c'est Ah mon non, texte. mais pas dans. En fait, on peut pas. Non. Ça non. Mais des 1, ça moi j'avais souvent la cac, 1. C'est en Picardie qu'on fait ça. Comment? Vous êtes alsacienne, vous n'êtes pas Moi je Picard. suis alsacienne. Bah, c'est les Picards. Eh ben oui, mais non, mais je faisais. Non, mais voilà, pour que l'autre adhère à ce qu'on dit, on fait 1. Ou alors, non, il me disait surtout que je faisais des 1. Non, qu'est-ce que je faisais des. Non, des petits 1, des données Ouais, 1. en fait, c'est le côté parigo, je sais pas. Ouais, je faisais 1 à la fin. Non, mais tellement généreuse, Erat, que c'est un. Vous nettoyez un petit peu parce qu'elle a quand même tellement de personnalité et tout ça. Donc moi, je préfère quelqu'un qui a un enthousiasme et une énergie comme la sienne. En lui disant attention, et puis elle comprend très très vite. Donc c'est agréable. C'est vrai. C'était, pour revenir à comment il s'appelle, mon professeur. C'était en 1900. Non. Vous m'avez donné un nom, ça y est, j'ai oublié. Attendez, moi je vais. Yves Pignot, il disait osons d'abord, dosons ensuite. Et c'est très Répétez, il a dit quoi? Osons d'abord, dosons ensuite. On applaudit, on peut applaudir cette bonne Alors est-ce qu'il le disait de quelqu'un d'autre, je ne sais plus, mais c'est lui qui me l'a appris en C'est tout beau. cas. Très beau. Transmission. Transmission, absolument. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça y est. Ah ben oui. Déjà bravo à tous et merci vraiment pour le moment. Au-delà de votre facilité d'écriture et waouh, d'où vous vient l'idée? D'où vous vient Bon, pour la faire courte, c'est deux choses. Des gens autour de moi qui ont eu beaucoup de mal pour avoir des enfants. Et j'ai vu le parcours des couples, de 3 couples comme ça, un peu terribles pendant des années, ce que ça a mis en danger dans leur couple et à quel point ils se sont battus pour en avoir. Ils en ont tous eu, mais parfois au bout de 4-5 ans. Et je me suis dit, le prix d'un enfant chez certaines personnes, on voyait que ça dictait toute leur vie. Et donc je me suis dit, c'est un sujet assez moderne aujourd'hui, surtout avec les principes de l'insémination artificielle, alors qu'il n'existait pas. Donc je me suis dit, comment placer ce problème-là dans une époque où on n'avait pas les mêmes moyens? Et à partir de là, je me suis dit, dans quelle époque? Je me suis dit, autant utiliser l'époque la plus terrible de l'occupation. Et comme j'avais ces émissions qu'on entend ici en tête depuis 15 ans sur un CD de l'INA, les émissions antisémites, je me disais, un jour, ça serait quand même un temps intéressant d'utiliser ces émissions pour montrer à quel point la France était quand même... On n'avait pas, Hitler n'avait pas exporté l'antisémitisme, on le savait. Et de parler aussi naturellement, cette France qui parle aussi naturellement des Juifs de cette manière-là, je la trouvais tellement banalisée, vulgarisée, je me suis dit, ça serait intéressant quand même un jour de faire entendre ça dans un spectacle. Et puis on est proche de ça aujourd'hui aussi. Et comme aujourd'hui, il y a une montée aussi, et puis pareil, la manipulation des médias, voilà, les questions reviennent toujours, hein. La peur de l'autre, la crise.
des périodes de crise, tout d'un coup la peur de l'autre, le racisme, Mais la donc cette xénophobie. question-là, et pardon de vous couper, n'était pas votre première réflexion. C'était vraiment le fait de ne Oui. pas avoir d'enfant qui Oui, était déjà oui, qui vous oui. animait. Et aussi la difficulté de rester quelqu'un de bien en certaines circonstances. Parce que pour moi, le personnage central, c'était Pierre Vigneault. Et Pierre Vigneault, la difficulté d'être un homme bien. Selon les circonstances sociales, montée sociale au niveau d'un type qui est un employé qui devient quelqu'un d'important, qu'on commence à gratifier par rapport à son talent, etc. Qui un part était dans l'ombre et qui tout d'un coup arrive en lumière. Et également quelqu'un qui tout d'un coup a, sur une idée généreuse de bonté, au fur et à mesure de la déception, amène une paranoïa. Donc la difficulté, et tout d'un coup peut aller sombrer de l'autre côté, là voir le pire dont il n'estimait pas être capable de le faire. Donc moi c'est mon premier sujet avant tout, c'est celui-ci. C'est la difficulté de rester quelqu'un de bien et de la vigilance qu'on doit tous avoir en pensant qu'on a des bonnes idées, des bonnes choses, etc. Et que des choses on peut rapidement sombrer dans le pire. Ça c'est mon premier sujet. Merci. Et vous avez justement failli le faire tomber dans le pire parce que finalement il se rétablit. On y pense toujours, mais pour moi, si on commence à montrer le pire, c'est-à-dire qu'on ne plus rien de se battre. Oui. Je pense qu'il était capital de terminer en disant il y a eu des horreurs, on le dit à la fin, il y a eu, on entend les horreurs par les émissions, et à la fin, dans le petit texte, on dit Otto Abetz, déportation des Juifs de France vers les camps de la mort, tout ça, on montre bien que ça n'a pas rigolé. Mais c'est important de montrer que parfois, si on ne montre pas qu'on peut être réussir à ça, et je voulais aussi donner un hommage au théâtre, il est quand même réveillé par Shakespeare, par la culture, il est sauvé aussi par la vie, par un homme, par un tableau. Donc c'est aussi une façon de dire, attention, l'importance de la culture. À un moment où lui, on peut penser qu'il est en plus dans un truc complètement obstiné, de barbarie, où ça ne réfléchit plus, tout d'un coup, Shakespeare, Marchand de Venise, un truc le réveille, il est réveillé intimement par quelque chose, et c'est le théâtre qui le réveille. C'est une façon aussi de rendre hommage à la culture. Il y a d'autres questions dans la salle. Moi j'en ai encore Deux mots sur la mise en scène. Oui. Voilà, l'idée de mise en scène, parce que c'est assez épuré, assez simple, mais très efficace. Je voulais un truc un peu qui fasse un peu cinématographique, donc je voulais faire du noir et blanc. Tous les trucs sont... Non mais je voulais faire un univers cinématographique sans parler comme au cinéma. Pas de 1. Donc on passe d'un endroit à l'autre. Puis à la fin, on voit les claquettes derrière, et après à la fin, on fait des plans séquences un peu rapides, et puis après, on ouvre le champ pour une longue scène finale et tout ça. Je voulais m'amuser avec ces codes-là aussi, mais c'est vrai que j'ai un cinéma un peu noir et blanc. Alors, moi j'ai une dernière question, c'est un petit exercice, j'aime bien jouer avec les comédiens ce soir. Je vais vous poser une question, j'aimerais bien que vous y répondiez à tour de rôle. Est-ce que vous pouvez me dire une qualité et un défaut de votre personnage? Ah bah à tous les comédiens. Jean-Philippe, vous êtes comédien ce soir. Non, mais non. Alors on y va. On va commencer à ma gauche. Alors une qualité, je dirais, particulièrement intègre. Et un défaut, je sais pas, je la trouve parfaite, moi, cette c'est vrai. Un chou peut-être un peu, oui, un peu femme des années 1940, vous voulez dire? Ouais, peut-être Sinon, un peu, ouais. vous pouvez demander un joker, on a l'auteur, donc il a forcément un défaut de votre personnage. Est-ce que vous demandez un joker? Ouais, L'auteur. Est-ce que Jean-Philippe Daguerre peut nous dire un défaut de Isabelle? Est-ce qu'elle a un défaut, Isabelle? On peut lui en trouver un. Ouais. C'est qu'elle le dit elle-même d'ailleurs, c'est qu'elle n'a pas su voir. Elle dit sans doute à cause de moi qu'elle n'a pas su voir tes douleurs. tes souffrances. Elle a tes souffrances, elle s'est peut-être un petit peu concentrée beaucoup sur sa elle. maternité et ses trucs, D'accord, ouais. qu'à voir ce qui pouvait arriver chez son mari. Voilà, ça serait le petit défaut. C'est-à-dire qu'elle a eu peut-être un petit manque d'écoute aussi par rapport à ça. Joker bien utilisé, Bravo, bravo, merci. très bien. Alors on va continuer avec bravo, mais je pense que ça va continuer. Marc, une qualité et un défaut de toute personne. Alors, c'est compliqué parce que ça varie beaucoup dans le temps du travail. Alors, on n'a pas une idée définie une fois pour toutes d'un personnage. Les choses évoluent beaucoup. Moi, je découvre encore sur le plateau des choses que j'avais pas encore tout à fait compris. Donc voilà. Mais peut-être un défaut, des fois je me dis, cette sorte de démesure, de penser qu'il va arriver à sauver cette bijouterie. Un truc
C'est pas lucide, quoi. Ouais, peut-être un manque un peu de lucidité ou de surestimation de soi, peut-être un peu. Voilà, alors pour le vivre, je me suis inventé aussi une histoire, pourquoi il veut à tout prix sauver cette boutique. Ah ouais. Ça, je ne vous le raconterai pas. D'accord. Et puis une qualité, je pense une ouverture sur les autres, quoi. Une curiosité des autres, voilà, qui ne sont pas forcément comme lui, mais une volonté d'aller vers les autres. D'accord, très bien, merci beaucoup. Jean-Philippe, un défaut, ça va être simple, qualité, peut-être plus compliqué. Voilà. Votre personnage, est-ce qu'il a... Enfin oui, il a forcément une qualité, forcément un défaut. Difficile, hein. Oui, je sais bien que c'est... On peut dire quand même que la qualité d'Otto Abet, c'est aussi, on parle de curiosité, mais c'est vrai que c'est un homme curieux, qui s'est intéressé à beaucoup de cultures différentes, qui a longtemps été dans une volonté de réconciliation. C'est vrai que quand ce qu'il dit, je lui ai fait dire, c'est vraiment quelque chose qu'il a fait. Il a vraiment essayé de... L'Allemagne et la France étaient tellement meurtries, enfin, c'est une haine qui était en plus dès la guerre de 1870, tout ça, donc il y a vraiment les Prussiens, et ça, c'est vraiment une haine terrible, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours adoré la culture française et qui a essayé d'avoir sa qualité, on va dire, de trouver une passerelle pour réconcilier ces gens-là. Donc c'est quand même une qualité à la base, et son grand défaut, c'est d'être tombé amoureux d'Hitler. Oui, ça c'est sûr. C'est vraiment ça, on a vraiment vu dans son parcours, c'était une fascination par rapport à ça. Donc c'est complètement laissé embarquer. Donc ça montre que quelqu'un qui est très éduqué, très en plus humaniste, sur des trucs de là, et qui veut tout d'un coup passer de l'autre côté. Donc ce sont ces alertes-là qui sont intéressantes, malheureusement, dans l'histoire. Par son charisme. Par son charisme. Ouais. C'est du Et c'est le principe du gourou, du charme. Je peux vous dire quelque chose, ce que vous dites, c'est extrêmement juste. La fascination qu'Hitler a duplée sur tout son entourage, et aussi, parce que ça, c'est l'état d'esprit allemand. C'est-à-dire qu'ils ont une notion de la grandeur et du Heimat, de la patrie, très importante. Il les a fascinés. Parce qu'on a du mal à comprendre comment des jeunes instruits, intelligents, ont pu céder à tout ça. Mais il y a aussi cette notion-là, il a su en jouer, et c'est très juste. Donc de l'inclure dans un spectacle, chapeau. Merci. Ok, je crois qu'on explose le timing, donc là on va finir, avec Charles et Rad. Rad, tout à fait. Donc Charles, Pierre a-t-il des qualités, une qualité et un défaut? Pour moi, Pierre, c'est quelqu'un qui a de vraies belles valeurs. Oui. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs il le dit lui-même, je veux travailler pour un juif qui a le courage, je veux avoir le courage de travailler pour un juif qui a le courage de ne pas employer un juif. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a d'abord des valeurs de fidélité, d'amitié, de respect, d'admiration pour M. Hoffman, qui lui a appris son métier. Et puis, s'il devait avoir un défaut, ce serait ce qui peut être le propre de beaucoup d'hommes, c'est de garder pour soi et d'entériner une espèce de douleur qui va grandir pour créer du ressentiment jusqu'à basculer vers quelque chose de presque irréparable. Bien, 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 bien. Et donc, celle qui a eu beaucoup plus de temps que les camarades pour réfléchir à la question, Erad, qualité et défaut. La qualité, c'est une fille qui aime la vie, qui est joyeuse, qui aime la fête, qui a l'impression que l'occupation est une grande fête. On a du champagne comme on veut. C'est une bonne période en fait. Bah, oui, pour des gens, pour pas mal de gens, ça a été une bonne période. Ouais. Et elle est aveuglée et elle a pas mal d'idées comme Jean-Philippe Daguerre lui fait dire mais un humaniste est là pour sauver les hommes, Jean, pas les juifs. Donc elle est dans la mouvance de ce qu'on entend à la radio. À partir du moment où on commence à considérer qu'un autre être humain n'a pas la même valeur, n'est pas un autre être humain, donc voilà. Et puis elle aime le bling bling, elle aime les fastes, et elle est aveuglée par ça, et puis ça prend le dessus quoi, le côté moral. Elle est capable d'avoir des émotions, d'être attendrie par une femme enceinte, et puis je pense que c'est une fille sensible, mais
peut-être qu'elle se fait peut-être même trop avoir par ses émotions, par le clinquant, par peut-être qu'elle manque de confiance en elle et qu'en auto, elle a trouvé un homme, voilà, qui en impose. Peut-être, voilà, Si je peux me permettre. Oui, Non, si je peux me permettre. voilà, mais voilà. C'est important de montrer, pour moi, c'est important de montrer que les deux nazis sont des êtres humains aussi. Parce que si on montre des personnages complètement, on se dit, on s'éloigne qu'ils ne sont des monstres. Le monstre, aucun spectateur ne peut se voir à travers. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose où on se dit, ils sont passés du mauvais côté, mais humainement, on a un brave homme qui peut passer de côté et des êtres qui est un brave homme qui est passé de côté. Donc s'il y en a des êtres qui sont catégoriquement des gens complètement, on caricature complètement les personnages et du coup. On ne nous met pas en face de cette problématique d'être quelqu'un, notre destin, on l'a un peu entre les mains et que ce courage, il est plus fort que la peur, et on a attendu au tournant de notre propre vie. Chacun d'entre nous a des moments difficiles de choix à faire et il faut réussir à faire le bon choix ou en tout cas quelque chose qui nous correspond et qui, en étant ouvert aux autres, quoi. Et très rapidement, est-ce que votre personnage sait ce soir-là qu'elle dîne avec M. Hoffman ou seul Otto le sait? Moi, je crois qu'elle ne le sait pas. J'ai eu l'impression qu'elle ne le savait pas. Mais... C'est ce que je joue, moi. Moi tel que j'ai écrit, elle ne le sait pas. Voilà. Mais après, ça donne. Si quelqu'un pensait qu'ils savent tous les deux, on peut toujours se... Mais moi, tel que je l'ai écrit, elle ne le sait pas. Ce soir, c'est marrant parce que ce soir, quand tu as dit les tableaux, enfin voilà, ça m'a... Mon personnage s'est dit, ah, il a une petite idée derrière la tête. Voilà. C'est ce soir. Ça y est, un truc. Elle est le personnage. Non, mais je me suis dit, tiens, Otto a une petite idée derrière la tête avec son tableau là. Il doit avoir. Il mène l'enquête, on n'est pas là pour rien non plus. Mais je savais. Mais voilà. Très bien, c'est marrant ce que vous dites. C'est marrant ce que vous dites parce que Marc disait tout à l'heure qu'il découvre son personnage un peu. Oui, voilà. Il y a des choses qui résonnent. La pièce selon ça, c'est pour les grands textes. Exclusivement. Comme la Bible. Et la Bible Daguerre. Vous nous présentez rapidement la famille Ortiz? La famille Ortiz, c'est à partir du... Ça sera au Festival d'Avignon, au Festival d'Avignon, et ça sera ici à partir du 9 octobre. C'est une fable contemporaine, un peu délirante, sur une famille idéale, d'amour, etc., où il se passe un événement qui crée tout d'un coup un accident particulier, où tout d'un coup il faut prendre des paris, c'est un rapport de choix, de décision, du secret de famille, et puis ce qu'on ferait dans certains cas, etc. Donc c'est dans les années 14, ça se passe au début des années 60. On est au Japon au début, et quelqu'un raconte son histoire d'enfance qui se passe du côté de Bordeaux, fils d'un torero qui a été blessé dans une arène, sauvé par une infirmière. Il l'a épousée, ils ont eu des enfants, ils ont créé une société un petit peu idéale entre eux, de nostalgie, d'épique, etc. Donc c'est un peu une fable, avec beaucoup à la fois d'humour, et puis beaucoup de tragédie aussi, et d'émotion, ça se veut en tout cas. Très différent, l'histoire est très différente d'Hoffman, mais on s'aborde toujours des sujets pareils sur les choix, sur la vie, sur la difficulté de l'amour, et en même temps se battre pour ça, prendre des décisions, être courageux à des moments. Il y a des moments où on est très, très faible. Et comment la tutelle du père, qui peut être parfois extrêmement forte, on se dit, nos parents sont des dieux à un moment, et tout d'un coup, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et c'est cette geste d'apparition tout d'un coup de la faiblesse chez les gens qu'on pensait être extrêmement forts. Voilà, c'est une thématique abordée avec 6 comédiens sur scène, musique originale, avec des corridas, des fausses corridas. C'est assez un univers un petit peu bariolé. Et à quel théâtre? Ici. Ici. À Avignon, ce sera au Théâtre Actuel. Et ici, ça sera cette année, oui, ici au Théâtre Gauche, il y aura Hoffman à 19h qui va prolonger. Ouais. Et à 21h, il y aura la famille Ortiz. Voilà. Merci. Et là, vous avez galéré dans l'écriture parce que vous avez mis 12 jours cette fois-ci. Très bien. Merci à tous. Merci à vous. Bon retour et merci d'être venu encore une fois.